Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un danseur tout droit venu de l'autre côté de l'Atlantique qui a fait danser les plus grandes stars, un compétiteur, oui, mais toujours avec une bienveillance et une pédagogie qui font du bien. Laurie Elisa Tovati, Valérie Damido, Élodie Gossuin, Lio, bref, trop long. Il a révélé en elle un potentiel de danseuse, parfois insoupçonné dans Danse avec les stars. Mais aujourd'hui, c'est à lui qu'on va s'intéresser. Comment a-t-il découvert ? Comment lui a découvert son propre potentiel ? Comment est-il devenu un danseur professionnel reconnu aux quatre coins du monde ? Qui maîtrise aussi bien la samba, le tango que le jive et le quick step. J'ai en face de moi un artiste avec un grand A, mais aussi et surtout un champion. Qui dit champion dit mentalité de guerrier, mindset en béton, programmation, travail, bref, on va en parler. Ça me plaît, vous savez, c'est mes sujets. Surtout lorsqu'on parle de revanche. Car mon invité du jour ose parler vrai et révèle qu'il a été victime de harcèlement scolaire. Tiens, tant de talents, tant de célébrités ont été victimes. Souvenez-vous, tous nos autres invités. Serait-il question de source de talent ? Il donne d'ailleurs des conférences pour sensibiliser sur ce sujet qui touche malheureusement trop d'enfants. Comment se révéler et oser aboutir à ses rêves au-delà des critiques ? Comment relever des défis et gagner des championnats ? Car finalement, c'est un peu comme ça, non ? Dans les castings. D'ailleurs, lui, a-t-il déjà passé des castings ? Lui qui se lance aussi dans l'acting et même DJ multipotentiel. Et oui, on va en découvrir aujourd'hui des choses avec votre coach du jour, Christian Millette ou Chris Miles. Bonjour Chris. Hello. Alors comment je t'appelle ? Chris Miles, c'est quand je suis DJ. Mais sinon, Christian, ça me va très bien. Christian Millette, c'est bien. Christian, bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce début d'année 2025 ? Eh bien, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je suis encore dans une période de défi, parce que je suis un peu sur le après Danse avec les stars, justement. Et je suis en train de développer depuis quelques années, petit à petit. J'essaie de sortir de la case qu'on m'a un peu mis, ou en tout cas que j'aime pas trop les cases et les étiquettes. Et donc, petit à petit, j'ai toujours eu cette stratégie de ne pas appartenir à aucune case. C'est pour ça que je fais des conférences, c'est pour ça que je suis DJ, c'est pour ça que je veux faire de l'acting. Et donc, c'est pour ça que là, cette année, c'est un nouveau tremplin, justement vers l'acting, justement vers les coachings différemment, en fait, que je pourrais te parler plus tard. Donc, oser devenir, moi, je suis toujours en évolution. J'adore apprendre et je me dis que c'est de cette seule façon qu'on peut aller chercher le bonheur. Aller chercher le bonheur. Alors, on va parler un peu de ton enfance pour bien te connaître. Tu es né le 23 septembre 82 à Montréal. Parle-nous de ton enfance au Canada, si loin. Quel genre de petit garçon tu étais ? J'étais très tranquille, très sage, très poli. Je pense que j'étais, on va dire, un peu docile quand même. Alors, je ne sais pas si c'est en lien, mais j'ai eu une opération très, très jeune. J'avais une boule de chair dans l'estomac. Mes parents m'ont couvert parce que j'aurais pu mourir très, très jeune. À l'âge de 3 mois, ils m'ont opéré. J'avais à 3 24 mois heures pour m'opérer, pour m'enlever ça, ouais. Okay. J'avais une boule de chair qui grandissait en même temps que moi. Et donc, du coup, à un moment donné, ça prenait toute la place de mon estomac. Ça a un nom spécifique, je ne me rappelle plus du nom. Et tu as subi une opération à 3 mois. Et donc, à 3 mois, petit. ouais. Et je pleurais pas.
Et donc, ça leur a pris du temps avant de comprendre pourquoi je mangeais pas. Je pleurais pas, je chignais pas, et ils se sont rendus compte finalement à un moment donné, parce que là, ça faisait quelques temps que je buvais plus. Et là, ils m'ont opéré d'urgence. Et donc, je sais pas si ce trauma-là m'a amené aussi à être très lié avec mes parents. Je sais pas, tu sais, je me suis toujours un peu posé la question. Tu Mais as j'ai des toujours frères eu et cette tra- sœurs? Et j'ai une sœur plus jeune de 5 ans. Ok. Donc, on a eu un peu d'écart. 5 ans, c'est quand même beaucoup quand on est jeune. Donc, on était un peu chat et chien. C'était le contraire. Elle, c'était le volcan. J'ai toujours dit, elle est née en crise d'adolescence. Elle est née en crise d'adolescence. Donc, c'est vrai que ça a toujours été un peu moi qui étais quand même assez tranquille, ma soeur qui était très explosive, très dynamique. Et donc, on faisait une genre de balance, si on veut. Et c'est vrai que j'ai commencé, moi, la danse très, très jeune. Mes parents, ils m'amenaient dans les cours de danse. Donc, à l'âge de 2 ans, ils me montraient déjà des pas. 2 ans. Est-ce que tes parents viennent du milieu artistique? Ce sont des artistes? Ma mère, c'était vraiment une danseuse. Mon père est devenu danseur aussi parce qu'il était Waouh! passionné. Les deux danseurs? Et donc, du coup, ils se sont rencontrés dans le milieu de la danse. Ils étaient Ok, donc partenaires ils en faisaient leur métier. et ils dansaient en compétition. Ok. Ils ont arrêté la compétition un peu tôt parce que mon père était asthmatique chronique, donc il a dû arrêter plus jeune. Et ils ont parti leur école de danse. Ils n'ont jamais fait que ça. Donc, c'est pour ça que Toujours le un multipotentiel, il y a métier toujours en un truc. parallèle. Donc, c'était toujours ça. Tu fais ça et ça et ça. C'est jamais où. Il n'y a jamais eu de où. Il n'y a jamais eu de possibilité. Encore aujourd'hui, quand on parle de nos projets, c'est jamais où. Tu fais ça ou ça. Ça n'existe pas chez nous. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une belle mentalité. En même temps, c'est une charge de travail aussi. À un moment donné, je pense qu'on De pourra en l'ambition. parler. Ça fait beaucoup d'ambition, mais des fois, on en prend beaucoup sur nos épaules. Donc, des fois aussi, même si c'est pas ou pour l'enlever, des fois, il faut quand même faire des choix pour au moins se centrer sur certains Tu projets. as dit, mes parents faisaient de la compétition. Ouais. Donc ils avaient déjà... Ils étaient champions nord-américains à Ok. l'époque. Et donc, voilà, ils ont commencé à me montrer quelques pas. Mais quand ils ont fait leur transfert, on va dire, ils ont bâti leur école de danse, ils sont devenus juges. Ma mère, elle faisait la compilation des résultats. Donc, ils étaient très Wow. intégrés dans le milieu de la compétition. Président du jury, dans les politiques aussi, dans les associations, président des associations professionnelles. Donc, ils étaient très impliqués dans le milieu. Ce qui m'a amené à faire de la compétition à l'âge de 4 ans. Non. Parce qu'étant donné que je dansais déjà À dans les cours de 4 ans? danse, que j'allais dans les compétitions parce que mes parents y travaillaient, ben, du coup, ils m'inscrivaient, ils m'avaient mis une petite partenaire Quel qui avait 6 style de ans. musique à 4 ans? Le cha-cha, la valse, Mais c'est formidable. le jive, le swing, des trucs comme ça. Et donc tu rêvais de quoi à ce moment-là, quand tu étais enfant? Ben, je pense que je faisais ça parce que pour moi, c'était comme marcher. En fait, ça m'a pris du temps avant de réaliser que j'aimais la danse. Pour moi, ça faisait partie de mon quotidien. De l'éducation. De l'éducation. Ça Une faisait transmission partie, ouais. normale des Et, gènes des parents. Ouais. Et étant donné que je m'évadais aussi un petit peu de l'école, j'avais pas beaucoup d'amis, ben, du coup, ça me faisait quand même... ça occupait mon temps aussi. Et à partir de quand tu as pris conscience que, en fait, c'était vraiment un amour et tu voulais en faire ton métier? Tard dans l'adolescence. Très tard même. Ça a été long. En fait, j'ai eu une partenaire de danse pendant 15 ans, ma première partenaire de danse. 15 ans? Celle que tu as rencontrée quand tu avais 4 ans? Un peu plus tard. Celle quand j'ai dansé à 4 ans, oui, c'est ça. À 4 ans, elle avait 6 ans et j'ai dansé avec elle jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, je faisais déjà mes premiers championnats du monde. Et c'est à ce moment-là, quand je suis arrivé au championnat du monde, on était les premiers Nord-Américains à traverser à cet âge-là. Ça n'existait pas. On faisait des émissions aux États-Unis. On nous disait qu'on était des enfants... comment on appelle ça? Très talentueux, mais... Précoce? Ouais, mais il y a un terme comme les joueurs de piano. Ah, ok, des virtuoses. Voilà, c'est Ok. ça. Et donc, on était invités sur ces plateaux de télévision là, aux États-Unis et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, attends, là, j'ai des très bons résultats. On était invités partout. Je me suis dit, là, c'était rendu
plus gros que moi. Et je me sentais trop petit pour que la valeur que ça prenait. Tu étais un enfant artiste Ouais. et un enfant artiste avec des exigences, des heures de sport, j'imagine. Ouais. Et comment tu vivais justement l'école? Ben, j'étais quand même un enfant qui était studieux. Après, j'étais pas. Il y a rien qui m'intéressait vraiment dans l'école, même si j'étais bien. En fait, c'est l'apprentissage. Là, aujourd'hui, je me rends compte parce que là, aujourd'hui, j'aime apprendre. Donc, c'est l'apprentissage. Mais une fois que j'ai compris, la répétition, des trucs, en fait, qui n'ont pas de sens ou que je ne vois pas à quoi ça pourrait éventuellement me servir. Je ne comprenais pas pourquoi on s'acharnait là-dessus. Tu vois, des matières, par exemple. Moi, je détestais la matière. Moi, j'étais dans des collèges catholiques. Je détestais la religion. Et en fait, des cours de religion, je me dis, mais je ne veux pas être prêtre. Mes parents, ma mère, elle va à l'église, mais j'y vais pas. Pourquoi on me met des matières qui me servent à rien? Et en fait, j'ai toujours eu ce truc-là. Pourquoi on me fait perdre mon temps? Et donc, c'était ça un peu ma différence. Pourquoi on ne me met pas dans une matière qui pourrait m'intéresser? Et là, t'as quel âge? Mais j'étais jeune, en fait. J'aimais pas trop l'école en général. Et en plus, j'étais un peu harcelé, même un peu beaucoup. J'étais Un peu mis à beaucoup, l'écart. parce que justement, Ouais. en juin 2024, tu fais ton coming out lors d'une interview pour le Media Paint et tu expliques coming out au sujet de être victime d'harcèlement scolaire. Tu nous dis, j'étais victime parce que je dansais et tu nous racontes, on m'a traité de gay parce que j'étais danseur. Ouais. Ben, j'ai déjà. Alors, ça a été en plusieurs étapes. Là, celui-là, je l'ai fait publiquement parce que je ne l'avais jamais fait publiquement. Mon coming out, je l'ai fait il y a quand même plus longtemps que ça. Mais je me rendais compte, parce que quand je suis arrivé en France, là, je saute je vais revenir après. Quand je suis arrivé en France, on m'a un peu dit de ne pas en parler. J'avais fait mon coming out juste avant. J'ai fait mon coming out un peu tard, à 29 ans. C'est pas la production, puis juste qu'on mette les Tu choses sais au que clair. lorsque... Je sais ce que c'est qu'un coming out, Ouais. mais tu vois, quand je lisais ça, j'ai cru que tu disais un coming out en tant que victime d'harcèlement Ah non, non, scolaire. non. Tu imagines? Ouais. Tellement dans ma tête, Ben, c'est tout est... tellement Ouais. loin de... Alors, Mais je vais te dire encore mieux parce que ça, c'est dans les étapes, j'ai jamais dit à mes parents, en fait, que j'étais victime de harcèlement. ça a démarré à quel âge? Très, très jeune, parce que, tu sais, je me rappelle des souvenirs. Tu sais, des fois, t'as des petits flashs, en fait, ici et là. Et j'étais en deuxième année, donc je devais avoir... Et on me traitait déjà de gay, alors qu'en deuxième année, on est, quoi, 7 ans? Tu imagines? Donc, 7 ans. Surtout qu'à 7 ans, ça représente rien pour nous, ni pour celui qui le dit, ni pour celui... mais donc, du coup, c'est pour ça que moi, c'est pas que j'en veux aux adultes, mais il y a une éducation qui n'est pas faite. Et en fait, on va tout reprocher aux enfants. C'est ce que je dis aussi dans mes conférences. On reproche beaucoup de choses sur les enfants. Mais les enfants, ils n'inventent pas ça. Ça n'existe pas à 7 ans. Ils n'ont pas l'information pour pouvoir dire que la danse équivaut à quelqu'un de gay. Ça n'existe pas, ça. Ça ne se peut pas. C'est quelqu'un qui leur a mis ça en tête. Et C'est tellement important ce que tu dis. C'est un adulte. C'est-à-dire que oui, le harcèlement scolaire existe, mais justement, le rôle des parents est fondamental. Lorsque tu parles avec des directeurs d'école, des maîtres qui luttent contre cette horreur de téléphone dans les écoles primaires, et qu'en fait, le directeur te raconte que les parents, ils s'insurgent si on leur enlève leur téléphone. Ouais. Donc, il y a une formation à faire, une prise de conscience chez les parents. Chez les parents. Et c'est un peu frustrant, mais c'est de là, quand je suis arrivé tout jeune, de me faire traiter de ça, ça m'a un peu mis. Et c'est comme si toute ma vie, je m'étais battu pour ne pas être ce que ces gamins-là, mais très surtout jeunes, qu'à me 7 ans, disaient. on n'a aucune conscience, ni sexuelle, ni d'identité. On n'a même pas fait un bisou sur la bouche. Enfin, on ne connaît pas, on ne s'intéresse pas à ça. Et ça a duré combien de temps, cet harcèlement? J'ai fait mon coming out à 29 ans. Donc mais cet harcèlement scolaire a duré combien de temps? Harcèlement scolaire. Après, le harcèlement, c'est comme si j'avais un petit nuage de victimes là, qui était sur ma tête. Donc, ça a été... parce que même dans le milieu de la compétition de danse, j'étais harcelé. Mes parents étaient dans le milieu de la compétition. Ils étaient quand même politiquement bien placés. Et donc, pour
pour les attaquer d'une certaine façon. Quand mon père il prenait des décisions sur des règles ou des lois, ben, en fait, c'est sur moi en fait qu'il se vengeait. Donc très jeune, en fait, je me suis fait venger dans le milieu de la compétition parce que j'avais un très bon niveau. Donc je devais me défendre contre des adultes alors que j'avais 10-12 ans. Donc en fait, j'étais toujours entre le milieu de la danse qui devrait être protecteur, mais finalement, je me fais harceler. À l'école, je me fais harceler parce que je danse. Et donc du coup, c'était un truc où est-ce que je dis, mes parents, ils se donnent tellement pour moi. Je ne peux pas leur dire que je vis ça. Ils voyaient un peu dans le milieu de la danse parce qu'ils étaient présents, mais ils ne savaient pas dans le milieu de l'école. Donc, Tu je dis, leur ai toujours caché. j'ai eu un petit nuage au-dessus de la tête de victime. Ouais. Va un peu plus loin. Ça veut dire quoi, ça? Ben, parce que ça m'a duré... avant que je réalise que j'avais aussi un rôle là-dedans, ça m'a pris un certain moment, et du moment où est-ce que je me suis rendu compte que mes paroles avaient un impact sur moi, que ma réaction avait un impact sur moi, et à un moment, j'ai commencé à me faire moi-même ma psychologie, parce que je me suis un peu traité moi-même, et c'est à ce moment-là que le nuage s'est enlevé. Ça a pris du temps, parce que quand ça fait, on va dire, 15-20 ans, en fait, que tu as ce truc où est-ce que tu dis, mais c'est pas possible que tout arrive à moi. Tu vois, à un moment, je me dis, mais c'est un truc de dingue, quoi. Je peux pas... Et à un moment donné, j'en faisais de l'humour. À un moment donné, j'en faisais des blagues. Il m'arrivait toujours un truc. Et à un moment donné, j'ai fait, attends, si j'en parle moins, si je fais ça à la place, si je prends ces responsabilités-là. Et au fur et à mesure, ça n'a pas tout enlevé, mais au moins, le côté victime s'est tassé avec les années. Et Tant d'artistes que nous avons reçus nous parlent de cet harcèlement. Je pense à Jordan Deluce, à Christophe Beaugrand, mais pas que, des femmes, des filles. Ce que j'ai remarqué, c'est que dès lors qu'il y a une singularité ou une différence ou un talent, Mhm. alors la personne se fait attaquer. Est-ce que tu es d'accord avec Ouais. moi? Oui, parce qu'en fait, moi, en plus, je manquais, étant donné que j'étais très jeune, j'avais 9 ans, je faisais des championnats en Angleterre. C'est très rare à cette époque-là que des sportifs ou des artistes allaient dans des championnats du monde à cet âge-là. Aujourd'hui, on peut un peu plus le voir, tu vois, avec les sports d'équipe et tout ça. Mais il y a, parce que ça fait, bon, il y a quand même 25 ans presque, ben en fait, mes examens étaient retardés ou je les passais en avance parce que je pouvais partir un mois en Angleterre. Et je savais très bien que peu importe le résultat, que je dis j'arrive, je fais la finale et tout ça, je savais que ça allait être pris un peu en mode jalousie. Comment ça se fait que lui, personne n'aime l'école, donc comment ça se fait que lui a congé de l'école? C'est un peu ça l'histoire. Est-ce que tu avais donc... qu'est-ce que ça a créé chez toi? Jordan Deluxe nous racontait son isolement à la cantine, ses envies de mourir. Ouais. C'est terrifiant. Et aujourd'hui, on le sait, des enfants sont poussés au suicide. Quel impact cela a eu chez toi? Est-ce que ça a développé une névrose, une angoisse? Ben, moi, j'ai des petits... j'étais pas bien dans ma peau. Je me rappelais... en plus, j'avais des appareils dentaires. J'avais des... chaque fois que j'avais un événement qui était extraordinaire, c'était surtout avec mes parents, parce qu'ils nous amenaient souvent dans des concerts, pour voir dans des restaurants, dans des trucs, etc. Et à chaque fois que je ressortais, j'essayais de m'imprégner de ce moment-là pour que ce moment-là revienne à un moment où est-ce que je pourrais accepter ou que je serais mieux. Je savais tellement que ça, c'était un moment extraordinaire et que je n'étais pas capable de le vivre à 100% parce que je n'étais pas bien à l'intérieur. Et en fait, je me disais, il faut que je garde ça, il faut que j'essaie de me rappeler de ce moment-là pour que ça se repasse quand je serai bien. Tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont offert beaucoup d'amour. On les sent solides et solidaires et surtout avec ces arts de la scène qui sont, comme je dis toujours, guérisseurs. Ouais. Du coup, est-ce que ça a eu un impact sur ton développement corporel ou développement mental? Ben, mental, ça a été très dur, surtout que je me suis... Étant donné que j'en parlais pas à mes parents, en fait, j'en ai parlé à mes parents à l'âge de 35 ans, grâce ou à cause de l'émission Danse avec les stars, quand je suis allé au Canada. Donc, en fait, je leur ai parlé de ça à 35 ans. Je leur ai jamais parlé de ça avant, donc je leur ai toujours caché. Donc, je suis toujours resté avec ce truc où est-ce que faut que je me le traite moi-même, faut que je fasse les efforts moi-même. Donc, ça aurait pu très, très mal finir. Je vais être franc, hein, j'ai eu des pensées
j'ai pas eu des pensées suicidaires. Il n'y a rien qui était concret. Mais je me disais, je vais pas vivre vieux. J'avais toujours ce truc où est-ce qu'à un moment donné, je vais m'octroyer le... Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas, mais à un moment donné, je vais m'octroyer la paix, quoi. Donc, si je ne l'ai pas dans ce monde-ci, je l'aurai ailleurs. Tu vois, je vais me l'octroyer, cette paix. Mais j'avais tellement l'amour de mes parents, le truc que je me disais, il faut que j'aille au bout de ce que je suis capable. Et c'est là, en fait, que mon côté, on va dire, psychologique s'est énormément développé, que je suis devenu beaucoup plus créatif, que je me suis un peu traité de moi-même. Finalement, c'est pour ça que je travaille dans le coaching, dans les conférences et tout ça, parce que le chemin, je l'ai fait moi-même à partir de l'âge d'à peu près 15 ans, jusqu'à temps que je me fasse vraiment aider par des gens jusqu'à l'âge de 25 ans, mais j'avais déjà fait un long parcours seul. Donc, tout mon développement mental s'est fait très, très jeune. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en 2025, ce préjugé existe encore? Un garçon qui danse est un garçon gay? Ouais, complètement. Encore? Ouais, complètement. Et en France, en général, qu'on le dise pour les garçons ou pour les filles, tu dis le mot danse, les gens ont peur, carrément. C'est de la peur. C'est de la fausse peur, mais c'est de la peur. Je ne comprends pas d'où ça vient, mais c'est sûr que ça vient il y a un moment donné dans la culture qu'on a imposé ça à nos enfants. Moi, je fais des ateliers de prévention pour le harcèlement scolaire dans les écoles. Ils ont entre 9 et 11 ans, avec des enfants autistes aussi et des enfants dans les classes régulières. Et je fais un exercice à la toute fin que je leur dis qu'est-ce qu'on peut faire avec la tête? Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Je fais différents trucs, on va dire pendant 15-20 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la tête? Donc, du coup, ils me disent, on peut faire la poule, on peut la balancer de droite à gauche. Et donc, du coup, je fais juste qu'est-ce qu'eux, ils m'ont demandé de faire et on le fait en musique. Je mets une musique et là, tout le monde fait. Ça rigole, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les bras? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les ailes d'un oiseau. On peut faire la vague, etc. Je leur mets une musique et on fait ça sur la musique. Et je leur fais ça pour toutes les parties du corps. À la fin, on va dire, OK, là maintenant, on les lance tous en même temps. On fait la tête de la poule avec la vague des bras, et là, tout le monde, ça rigole, etc. Et ceux qui participent le plus, parce que c'est ceux qui sont le plus actifs, on va dire, dans les sports, c'est les garçons. Ils ont des mouvements de foot, des mouvements de peu importe. Et à la fin, du coup, ça fait 15 minutes qu'on danse. Je leur dis, qu'est-ce qu'on vient de faire là depuis 15 minutes? Et là, ils me disent toutes sortes de réponses qui a ni queue ni tête, mais bon, qui est rigolo. Je dis, non, on a dansé. Et la réaction, surtout des garçons, quand ils réalisent qu'ils ont dansé, c'est un refus. C'est un refus. Non, on n'a pas dansé. C'est pas vrai. Tu peux pas nous dire ça. On n'a pas dansé. C'est pas méchant. Et je me dis, tu vois, c'est ça. Il y a un moment où est-ce que il y a quelqu'un qui leur a dit, parce que là, ils s'amusent, il n'y a rien de féminin, masculin, tout ça, c'est des mouvements qu'eux ont choisis, que je mets en musique, donc c'est un truc qui leur appartient, plaisir, on s'amuse, on rigole, on écoute de la musique, on bouge, et quand je dis le mot danse, tout d'un coup, ça devient gay, tutu, ballet, etc., alors que même tutu, ballet, tout ça, je veux dire, l'Opéra de Paris, c'est une des plus grandes institutions. Ça n'amène pas que des gays. Je veux dire, des préjugés qui ouais. viennent de façon historique, mais qui ont encore source... Enfin, ça vient des adultes et des parents. Tu parles même d'homophobie intériorisée en expliquant que tu rejetais en quelque sorte ta propre personne, comme si c'était une forme de déni. Ça vient de toutes ces critiques, justement? Je pense, j'avais dédain. En fait, la première fois que j'ai eu une relation avec un garçon, en fait, j'ai vomi quand je suis arrivé chez moi. Alors que j'ai même pas... moi, de base, même quand je prends une cuite, je vomis pas. J'ai ce truc où est-ce que je ne vomis pas. Christian prend des cuites? Attends, comment? Non! même ça. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à être malade dans la douche, suite à ça, j'ai fait « Waouh, là, c'est gros. » Là, c'est gros. Et j'avais un gros dédain de moi, j'avais un gros dédain de la communauté entière. Et je peux même pas dire que c'est, là, pour le coup,
mes parents, je veux dire, on vit dans un milieu justement de la danse où j'ai toujours été Tolérant, entouré. J'ai toujours été entouré par ouvert. des homosexuels. Le frère de mon papa, qui est mon parrain, est homosexuel. Donc ça venait pas des Ça vient injonctions pas familiales, pas du tout. mais justement cet environnement. Et qu'est-ce qui t'a sauvé? Qu'est-ce qui t'a permis de trouver ton véritable, cette connexion à toi et cette acceptation? Je parle toujours de la différence entre la confiance en soi que tu devais avoir acquérie avec cette danse, ce talent, ces compétitions. Depuis que tu as 2 ans, tu danses. Mais à quel moment tu as éveillé l'estime de soi, cet amour qu'on a pour soi? Comment, quelles ont été les ressources? Comment tu as fait? Ben, c'était un vouloir sur plusieurs années, hein, parce que je suis vraiment parti de très, très bas. J'ai eu quelqu'un qui m'a aidé, qui me traitait un peu aux énergies. Il avait un don très spécial et je peux vraiment dire qu'il m'a vraiment, vraiment sauvé. Donc, il y a eu un moment où tu as dit, OK, maintenant, je veux accepter, je veux avoir de l'estime. Ben, parce que le psychologue, j'allais voir les psychologues, je le faisais déjà, ce travail, pour moi-même. Donc, quand j'allais voir le psychologue, on revenait exactement sur ce que j'avais fait déjà comme travail. Et donc, du coup, on faisait juste Maman, papa, l'enfance, le passé. On faisait juste rebrasser tout le travail que j'avais fait moi-même et en fait, du coup, me remélanger. Et alors, ça me mène nulle part. Et là, j'ai dit, c'est pas tant sur le passé qu'il faut que je vois qu'est-ce que je peux faire dans le moment présent pour le futur. Comme tu as un esprit de compétition, tu t'es dit, OK, j'ai un objectif, c'est sortir de ça. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre comme action? Parce que je me dis toujours, en fait, là, aujourd'hui, je le sais, mais c'est pas au moment de la tornade qu'il faut commencer à rebâtir sa maison. Tu vois? Quand il y a un ouragan, il y a des inondations, c'est pas là qu'on va commencer à dire, OK, ben là, je vais replanter un clou, là. Non, ça sert absolument à rien. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se sauver. Qu'est-ce qu'il y a là en ce moment? On va sauver, on va se nourrir, on va se trouver un toit, etc. Bien là, c'est ça qu'il fallait faire. J'étais dans l'urgence parce que je ne savais pas pour combien de temps j'allais en avoir. Donc, j'ai dit, c'est pas le temps de rebâtir. C'est pas le temps d'aller voir c'était quoi le problème avant. C'est le temps de savoir qu'est-ce que là, je peux me sauver. Et donc, alors, pour toutes ces personnes qui nous écoutent, qui ont besoin de cette affirmation de soi, de cette connexion à soi, quelles ont été les étapes? Raconte-moi. Ben ça, c'est la première étape. Quand j'ai eu le truc, OK, comment je peux me sauver? Donc, ce gars-là, en fait, il m'a aidé. Il dit, qu'est-ce qui est le plus facile pour toi? Je pense que ça va être le milieu de la danse. On va te donner une sécurité et on va dire une confiance dans ta valeur comme danseur. Et c'est allé au-delà, parce que moi, je pensais que j'avais juste ce talent en tant que compétiteur de danse, mais c'est là que j'ai commencé à faire des émissions de danse et que Danse avec les stars est venu me chercher. Donc, tu as identifié tes ressources, ton talent. C'est-à-dire que Christian a réfléchi à... Est-ce que je suis juste un danseur de compétition ou je peux être autre chose? Et à ce moment-là, c'est là que je dis, OK, ben attends, je suis un artiste, je suis un chorégraphe, je suis capable d'enseigner la danse. Et du coup, j'ai commencé à prendre ma confiance dans ce milieu-là. C'est incroyable parce que, excuse-moi, je vais faire une petite aparté. On va parler de ton palmarès. Champion du Québec, champion du Canada, de Bulgarie, champion du monde, finaliste des championnats du monde professionnel, finaliste de So You Think, You Can Dance saison 4 au Canada. En fait, c'est trop long. Et encore, comme ça, on peut douter de soi. Ouais, ben ouais, parce que le milieu de la compétition, c'est très... c'est violent quand même, hein? Là, on vient d'avoir les Jeux olympiques qui viennent de passer. J'adore les regarder, j'adore l'esprit compétitif. Mais quand tu es dedans, tu sacrifies ta vie, en fait. Et tu as toujours cette petite notion, on parle toujours de ce sentiment de l'imposteur. Ben, pas nécessairement toujours dans notre milieu, mais en fait, on a juste peur de c'est quoi notre valeur à l'extérieur de ça. Parce que, étant donné que c'est pas toujours très valorisé, on l'a vu encore une fois, hein, les sportifs sont, même si, en fait, on sacrifie notre vie, mais c'est aussi, à un moment donné, quand tu représentes ton pays, c'est pour représenter ton pays à l'extérieur. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais même ça, des fois, ça n'a pas la valeur que ça devrait. Tu parles d'argent, de retour, de gratification. De tout. En fait, les gens, ils veulent avoir un... Quand tu es champion, là, ils vont te donner, ils vont t'aider, mais c'est plus à ce moment-là que tu as tant besoin d'aide. Et même le après. En fait, eux, ils pensent juste au pendant. Là, tu es champion, mais le plus important, c'est le avant. C'est toute et la le préparation. Après. Alors justement, champion, raconte-moi comment tu es sorti, comment tu as fait pour trouver les ressources nécessaires. Tu as identifié ton talent, tes valeurs. Ouais.
Et quoi d'autre? Et ensuite, ben là, j'ai fait un travail intérieur qui a pu durer plusieurs années sur la confiance en moi, sur l'estime de moi. Et en fait, je ne pouvais pas faire mon coming out avant parce que je devais être fort pour pouvoir accepter les critiques de qui j'étais vraiment à l'extérieur. Donc, j'ai tout fait mon travail intérieur avant. Et après, quand je suis sorti de tout ça, je lui ai dit, là, vous pouvez m'attaquer de n'importe quelle façon. En fait, il n'y a plus rien qui va passer. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de faire un coming out, mais le coming out, c'est pas juste annoncer son homosexualité, ça peut être... Ouais. Est-il nécessaire, ça c'est une vraie question, Ouais. est-il nécessaire de faire le coming out? Non, est-il nécessaire de se raconter N'est-il pas aussi intéressant parfois d'avoir un peu un jardin secret? Ouais. Moi, je ne l'ai pas dit. En vrai, mon coming out, je l'ai fait à l'âge de 29 ans. C'est justement suite à quelqu'un qui m'a dit, parce que moi, j'avais dit, mais comment je vais faire pour dire à tout le monde, je connais tellement de gens, je n'ai pas cette force. Je dis, mais tu n'as pas besoin. Et là, je fais, ah. Non, elle a dit, c'est qui les personnes qui vont te permettre d'être libre? Je dis, ben ok, ma famille, donc mes parents. Mon idée, c'était, si je suis capable de le dire à mes parents, pour ça, je suis capable de le dire à tout le monde. Donc les premiers, ça a été mes parents, ma sœur. J'ai eu 4 amis en France, 4 amis au Canada, et puis c'est tout. Le reste, ça s'est fait tout seul. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ta famille, tes amis? Ils acceptaient déjà. En fait, ils étaient très contents pour moi. Ils étaient contents que je prenne Parce que rien ne vaut l'amour et l'acceptation de l'autre tant que ça ne nous entache pas. Ouais. Des années de torture, finalement. Ouais. Je peux pas dire pour rien, parce que je pense que je devais passer par là, parce que je pense que si je l'avais fait plus tôt, je l'aurais mal vécu de toute façon. Bon, ça, c'est un autre degré, mais parce qu'il y a tout le rapport aussi à la communauté aussi qui est compliqué. Moi, j'avais peur aussi de faire partie d'une communauté, la communauté LGBT. Pour moi, c'était... Mais pourquoi, en fait? Beaucoup de peur, beaucoup d'obstacles. Pourquoi je suis pas juste moi-même? En fait, moi, je veux juste être moi-même. Et donc, du coup, c'est tout ça. En fait, je me dis, mais j'ai pas besoin de faire partie de quoi que ce soit. Je veux juste qu'on m'accepte comme je suis. Et donc, je suis parti de là avec ces 8 personnes au total. Et je l'ai jamais redit. J'ai jamais eu besoin de le dire parce qu'après ça, ça faisait juste partie je vais plus jamais me censurer dans mes conversations avec mes gens. Les gens ils vont s'en rendre compte et s'ils ont une question à me poser, je vais leur répondre naturellement. C'est juste quand je suis arrivé en France, on m'a dit c'est pas super que tu en parles dans les médias, etc. Bon, donc j'ai comme un peu caché ça. Et donc quand je suis revenu, j'ai venu de faire un coming out et je suis revenu en France et je me suis remis un peu à l'intérieur. Et à un moment, j'ai fait non, là, ça suffit. Ça suffit. Et du coup, là, je me suis vraiment libéré. Mais j'ai pas dit. Et même pour la raison pourquoi j'ai fait cette vidéo-là en 2024, c'est que je faisais encore un tri de ce que je mettais sur mes réseaux sociaux. Et je me dis, pourquoi je fais ce tri-là? Et en fait, j'ai un ami à moi, justement, qui a le compte Paint, qui me dit, j'aimerais que tu fasses une interview sur ton coming out. Je dis, mais je l'ai jamais dit en France. Il dit, mais non, mais c'est pas possible. Je dis, oui, mais le milieu me connaît parce que je suis dans le milieu et je suis très naturel, mais je n'ai jamais dit en France, officiellement. Et j'ai dit, alors je voulais pas faire ça sur Danse avec les stars parce que je voulais pas que ça devienne du buzz. J'ai dit, c'est sûr, je veux pas faire ça en même temps. Mais j'ai dit, pour le mois de la fierté, je serais d'accord pour le faire. Pour le mois de la fierté. Là, ça devient intéressant. Ouais. Révéler sa véritable nature. Voilà. Et en même temps, pour moi. Et du coup, je l'ai vraiment fait pour le coup. Ça, je l'ai fait pour moi et j'ai tout de suite vu la différence parce que j'ai rencontré quelqu'un 2 mois après. Comme quoi, quand on s'accepte, quand on se libère, les champs des possibles s'ouvrent à soi. Ouais. C'est absolument merveilleux. La vie de danseur professionnel, tu enchaînes les palmarès. J'aimerais comprendre. Tu danses dans des championnats. Comment on s'inscrit? C'est des castings? Comment ça se passe pour tous ceux qui dansent chez eux ou qui prennent des cours et qui se disent « Mais moi aussi, j'ai envie de me faire connaître. Moi aussi, j'aimerais m'inscrire. » Est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Alors, les compétitions de danse sportive, parce que nous, ça s'appelle la danse sportive, c'est assez particulier parce que c'est des compétitions, s'il n'y a pas nécessairement de casting, tu fais partie d'une école de danse ou de regroupement et tout ça, que tu as tes professeurs, et au fur et à mesure, en fait, tu vas gravir les échelons pour te rendre jusqu'aux on va dire, les compétitions ouvertes les plus hautes.
On passe pas vraiment d'audition, mais par contre, on a, pour se rendre par exemple au championnat du monde, c'est les 2 premiers de chaque pays qui vont se présenter au championnat du monde. Donc, tu as une sélection qui se fait au fur et à mesure. Tu dois faire tes championnats. En France, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais qu'au Québec, tu dois faire tes championnats provinciaux pour pouvoir te rendre aux championnats nationaux. Et du national, en fait, c'est les 2 premiers de chaque pays qui vont se rendre au championnat du monde. Des étapes à suivre. Et c'est pour ça que quand on dit représentant des championnats du monde, c'est pas tout le monde qui peut se présenter. Donc moi, j'ai été représentant, je me suis présenté à peu près à une quinzaine de championnats du monde. C'est un bon palmarès quand même. Je suis quand même Niveau stress, waouh, j'imagine le stress. Comment tu travailles et comment tu gères ton stress? Est-ce que tu as une petite astuce? Parce que tous les gens qui nous écoutent, qui ont un stress pas possible quand ils passent un casting, quand on est un danseur, que tu as 1 minute, quelques secondes, il ne faut pas te rater. Comment tu gères ton stress? Ben, on ne le gère pas tout le temps bien, mais là, de mieux en mieux, je pense que le moment où est-ce que j'ai commencé à changer, parce que le stress et l'adrénaline, pour moi, qui est pas du tout pareil, hein, parce qu'on parle pas de les mêmes choses, mais pour moi, dans mon cerveau à moi, l'adrénaline, c'est positif. Ça veut dire que tu veux bien faire. Le stress, pour moi, c'est anxiogène. C'est un frein. Ça va t'empêcher de faire les choses. Et moi qui ai travaillé dans le milieu médical et tout ça, je sais ce que les gens sont capables de faire sous adrénaline. Ils sont capables de marcher les jambes cassées. Ils sont capables de faire des exploits extraordinaires sur l'adrénaline. Et moi, j'essaie de transférer ce stress-là en me disant... Je peux tout transférer ça sur quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que j'essaie de faire. Et c'est ça que je réussis à faire. Et pour revenir, déjà j'ai une idée, mais pour les castings, la seule audition vraiment que j'ai fait, c'était sur So You Think You Can Dance. Et je l'ai très mal vécu, ça a été très dur, parce que j'avais jamais fait d'audition de groupe comme ça, à apprendre une chorégraphie devant et à passer un après l'autre, comme dans une usine. Et là, je fais « Oh, mais c'est horrible. » C'est un travail tellement difficile parce qu'en plus, on se rend compte qu'on n'est pas le seul, mais qu'il y a 200 autres danseurs. Donc, ne pas regarder. Alors, justement. Et qui te regardent. Ils nous regardaient en plus. En fait, on passait tous les auditions devant les gens qui allaient passer après ou ceux qui allaient passer avant. Terrible. Quel conseil? Ben, la première année, moi, je l'ai fait, j'ai très, très mal vécu. Je l'ai pas bien vécu. La deuxième année, quand je suis retourné 3 ans plus tard, parce que je voulais pas y retourner, ça avait été tellement traumatisant pour moi. Là, je suis arrivé différemment. J'ai dit, il faut que je sois préparé. C'est toute la préparation. Toute la préparation, autant physique que mentale, en fait. C'est beaucoup plus mental, finalement. On y pense... Toute préparation physique devait avoir une préparation mentale. La santé mentale, aujourd'hui, c'est tellement plus fort qu'on pense... Moi, c'est comme ça que je travaille avec mes célébrités. Je travaille beaucoup avec mes célébrités. Je ne travaille pas sur le côté physique. J'ai souvent des personnes qui ont une cinquantaine d'années, qui ne sont plus nécessairement en forme physique ou qui n'ont jamais été en forme physique pour danser. Qu'est-ce que je peux faire pour être capable de faire 4-5 heures de répétition par jour et de faire un numéro de niveau de télé? En fait, je ne peux pas arriver avec un truc, je te montre le pas de base. Dans les cours de groupe pour débutants, on leur montre le pas de base pendant 3 semaines. Là, j'ai 4 jours pour leur montrer une chorégraphie de 2 minutes de niveau professionnel ou pas professionnel pour tout le monde. Et donc, je joue sur le mental, je joue sur les blocages, je joue sur la psychologie. Et c'est comme ça que je réussis à aller au bout des mouvements, ou en tout cas avoir un résultat le plus rapidement possible. Et c'est là que je me rends compte que le côté psychologique, le côté mental est beaucoup plus fort que le physique. Quel est l'artiste au sein de Danse avec les stars qui t'a le plus convaincu, ému par rapport à cette méthode que tu as? Ben, Lio, ça a été un très, très gros... un très gros moment parce que la première relation que j'ai eue avec elle, en fait, elle était même pas capable de me toucher. Elle avait ce blocage avec les hommes par tout son vécu et elle n'était pas capable de me toucher à la première répétition. Et j'ai fait « Wow, OK, là, ça va être compliqué ». Moi, j'arrivais en plus d'autres contrats et tout ça. Moi, je suis arrivé avec mon énergie et tout. Et là, je fais « OK, ça ne sera pas pareil ». Donc, j'ai fait la présentation qui était très froide. Je suis allé me changer. J'ai dit, je vais me changer énergétiquement. Je suis allé me changer, j'ai tout vidé, je me suis repris un autre truc et je suis arrivé avec une autre énergie. Et là, je fais, OK, là, c'est travail, psychologie, mais travail différemment.
Et petit à petit, on est arrivé avec des prestations. Elle arrivait première, contre tous les jeunes et tout ça. Elle a eu des moments hyper émouvants parce qu'elle me faisait confiance, parce que ça lui a redonné confiance au milieu de la télévision, parce que ça lui a redonné confiance sur sa valeur avec son corps, qu'elle avait mis aussi de côté. Et ça a été une très, très grande fierté. Mais j'ai réussi à faire des trucs, même avec Valérie Damido, qui ne danse pas. Elle ne danse toujours pas. J'ai réussi à faire des trucs extraordinaires. Elle a fait quand même 6 primes sans nécessairement avoir le rythme et tout ça. Donc, on a réussi à faire des choses. Il y a vraiment un potentiel pour chaque personne. Raconte-moi comment tu as décroché ce casting Danse avec les stars. Comment tu as atterri sur l'émission? Ben, en fait, ils sont venus me chercher. Alors, il y a Maxime de Remez, qui est aussi sur l'émission, qui était un compétiteur à moi. Lui représentait la France et moi le Canada dans les championnats du monde. Donc, ça faisait un petit peu quelques années qu'on se connaissait. Et quand il est arrivé la première saison dans avec les stars, il cherchait un garçon et il a dit à la production, moi, j'ai quelqu'un qui est exactement au profil que vous avez besoin. Donc, du coup, ils m'ont appelé la première saison. Moi, je ne voulais pas venir tout seul. Je voulais venir avec ma partenaire de danse qui s'appelle Denitsa Ekonomova. Et donc, j'ai dit, c'est pas un refus, mais je peux pas venir faire les auditions, pas savoir où va aller le spectacle et que moi, je perds ma carrière de compétition derrière et ma partenaire de danse. J'ai dit, je veux venir avec ma partenaire de danse. Donc, j'ai dit, rappelez-moi pour une autre saison, si au besoin. Entre-temps, on a fait So You Think You Can Dance. Moi, j'ai fait la finale et Denitsa la demi-finale. Ils ont vu les images, ils ont vu les interviews, ils ont vu qu'on faisait plein de styles de danse. Ils nous ont rappelé, ils nous ont dit, vous venez, on vous prend les deux et on est arrivé pour la saison 3. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Donc, en fait, on a passé, c'était plus ou moins un casting parce qu'ils nous avaient déjà présélectionnés. On a fait des images. Le truc drôle, c'est que nous, on pensait qu'on venait passer une entrevue. On faisait une compétition en Angleterre. On vient à Paris pour venir faire l'entrevue. On pensait que c'était vraiment une entrevue. Et on arrive dans une grande salle vide. Nous, on avait tout laissé nos trucs en Angleterre. On prenait un vol, l'entrevue, un vol. Et tu rentrais. Et on rentrait à Londres. Donc, on est arrivé avec un sac avec rien dedans. Et là, ils nous disent, bon, donc on va faire une audition, on va faire le casting. Du coup, on les a fait en chaussettes, le casting, on l'a pas, avec des vêtements un peu, pas chic, mais des vêtements d'entrevue, quoi. On était bien habillés en chaussettes, donc on a fait tout un casting en chaussettes devant la prod. Est-ce que les stars qui participent à l'émission passent un casting aussi? Alors, pratiquement, on va dire à 95%, toutes les célébrités passent un casting, ont déjà passé un casting. Pour plusieurs raisons, les gens ont l'impression que, en fait, c'est des célébrités. Non, c'est dans les deux sens. C'est autant pour elles que pour la production. C'est pas si simple de faire Danse avec les stars. Et les gens, ils pensent que c'est de la récréation. C'est du travail. Ça dure 4-5 heures par jour, plus les interviews, plus les trucs à filmer à l'extérieur. Faut qu'ils soient en condition d'accepter ça. Et c'est un vrai déclic. Ouais. Cristina Cordula, par exemple, que j'aime tant, une amie, elle me racontait que ça lui a changé même sa dynamique et son hygiène de vie en tant qu'elle, femme, en tant que sportive ou danseuse. L'hygiène de vie, d'ailleurs, ton hygiène de vie, parce que je ne sais pas si vous entendez, mais tu travailles depuis que tu as 2 ans, sans relâche. Quand on sait l'exigence qu'est la danse, le sport, c'est sans relâche. En tant que danseur, ton corps est ton outil de travail. Est-il plus important pour toi d'en prendre soin? Tu as une hygiène de vie particulière ou tu prends des cuites? Je prends des cuites. En fait, je me donne, moi j'aime beaucoup le mot liberté. Je me donne la liberté. Donc, et tout est une question de balance. En fait, faut que tu sois, dans la vie, il faut que tu sois quand même j'ai beaucoup de difficultés avec les régimes, avec les restrictions, dans la vie en général. Hein, donc, dans l'alimentation, c'est pareil. Est-ce que je me trompe, mais cette liberté dont tu parles, c'est la connaissance de soi et savoir ce qui est bon pour soi? Oui, en fait, c'est de continuer de t'intéresser, de s'intéresser à tout. Tu sais, en général, moi, je m'intéresse aux cultures, mais je m'intéresse aussi à la bouffe, les différents restaurants, les différents vins, en fait, de s'intéresser. Et quand tu t'intéresses, après ça, tu peux dire, OK, ça, j'aime moins ça. Et tu peux te dire, OK,
pouvoir manger du dessert ou du sucre ou un gros truc parce que je sais qu'à la maison, de toute façon, moi, je suis tout seul la plupart du temps. Je suis capable de manger un petit repas très simple, poulet, légumes, et puis voilà. Comme ça, ben, je sais qu'après ça, je peux aller au restaurant et commander ce que j'ai envie sur le menu et pas être toujours dans la restriction. Tu te dis, OK, ben, il y a des moments où je sais que ça, c'est meilleur pour moi. Je sais que là, il ne faut pas que je boive d'alcool ou il faut que je sois plus... que je fasse attention. Ben, mais je suis comme tout le monde, hein, je mange entre les repas. J'ai réussi à faire des jeûnes aussi le matin qui m'aident beaucoup, en fait, à manger moins de repas des fois dans ma journée. Mais encore une fois, si je vais faire beaucoup de sport, ben, je vais être obligé de manger mes protéines. Donc, c'est pour ça c'est difficile de se limiter, de se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Il faut s'intéresser sur qu'est-ce qu'on a besoin pour être en forme. Il faut s'intéresser sur ce qui est bon pour nous dans les meilleures conditions qu'on a au moment présent. Il y en a qui vont juste aller au travail. Puis quand tu vas juste au travail pour t'asseoir sur une chaise, tu ne peux pas manger la même chose que quelqu'un qui est toujours en train de marcher, par exemple un vendeur sur la route. Ben, il ne dépense pas la même énergie que quelqu'un qui est assis devant son ordinateur. On ne peut pas manger la même chose. La réponse, c'est se connaître. Se connaître. Et c'est un long chemin. Tes expériences sportives, tes expériences de vie, cet harcèlement, ce coming out, cette famille, t'ont permis de devenir l'homme que tu es aujourd'hui. J'ai lu quelque part que tu as fait des études en criminologie et même en coaching de vie. Ouais. Alors les Canadiens, vous êtes des superstars en tant que coach. Où est-ce que tu as fait ça? Ben, là, j'ai fait ça sur Internet, en fait. J'ai fait ça pendant le confinement. J'ai tout fait ça pendant le confinement parce qu'étant donné que c'est ça que je voulais faire déjà. J'étais déjà Avant de déménager en France, j'allais être dans une école de coaching. Et quand j'ai transféré, ils ne faisaient pas les cours à distance à l'époque. Uh-huh. Et donc, j'ai dit, c'est pas grave, c'est pas le bon moment pour faire ça. Et donc, quand est arrivé le confinement, j'ai dit, c'est le temps. Donc, j'ai fait ça, des cours sophrologie. Le coaching, ça me semble tellement évident et naturel pour pouvoir accompagner tous ceux que tu accompagnes. Ouais. Mais la criminologie. Alors, mais même avant ça, j'ai fait une technique informatique, juste pour te donner l'idée. Je suis allé à l'école, parce que nous, on allait à l'école en français. Et donc, pour aller à l'école anglais, c'était trop difficile. J'étais en sciences de la santé à l'époque. Et j'ai dit, je ne peux pas apprendre parfaitement l'anglais. Et en même temps, les termes ne sont pas pareils. La communication n'est pas pareille. J'ai fait, qu'est-ce qui est le moins difficile pour apprendre l'anglais? Et c'était l'informatique, puisque l'informatique, tu ne parles pas ou presque pas. Donc, programmation, je n'ai pas très bien aimé. Mais bon, au moins, j'avais mon diplôme de technique pour ensuite aller à l'université. Et à l'université, j'avais le choix j'avais mis 2 choix, criminologie, kinésiologie. En vrai, moi, je voulais faire kiné. Mais je les ai mis en ordre alphabétique. Et donc, quand ils m'ont accepté criminologie, ils ont barré kinésiologie. Moi, je pensais avoir le choix. J'aime beaucoup avoir le choix dans la vie. Et là, je suis là, ah non. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, c'est parce que c'est la vie qui m'a amené à faire de la criminologie. C'est passionnant. Et aujourd'hui, je me rends compte que je pense que c'est ce qui m'a développé cette envie de travailler dans la psychologie, dans le coaching, tout ça. Parce que quand tu accompagnes, ou quand, c'est pas moi qui les accompagnais, mais quand tu dois accompagner des criminels, parce que c'est ça un peu après la criminologie, en fait, tu dois avoir beaucoup d'empathie, tu dois avoir beaucoup de connaissances, tu dois savoir, tu dois faire abstraction d'énormément de choses, tu dois te connaître énormément. C'est très dur. Hein? Il y avait un cours qui s'appelait psychocriminel. En fait, on ne sait pas qui on a devant nous. C'est des gens de l'hôpital psychiatrique, mais des prisonniers de l'hôpital psychiatrique. Donc, il faisait une entrevue. Donc, tu ne sais pas quel crime il a fait, mais il a fait un crime. Ça peut aller de fraudeur à tueur, tu vois, à meurtrier. Et donc, au début, il fait tout le parcours de la naissance, le plus jeune moment qu'il se rappelle, et il fait tout son parcours jusqu'au moment de son crime. Et c'est assez choquant. C'est assez choquant parce que ceux auxquels tu as le plus d'empathie, c'est eux qui font le plus les plus gros crimes à la fin. Parce que souvent, leur histoire d'enfance a été abominable. Ouais. Et ceux qui sont les plus détestables, c'est les plus petits crimes. Les fraudeurs, les voleurs, les pyromanes, tu vois.
C'est très particulier et ça replace un peu. Et quand tu apprends les personnalités, les types de personnalités, tu te rends compte qu'on a tous un peu ces personnalités-là. Pas extrêmes, juste un peu. Et on a tous des gens autour de nous qui sont un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Et là, tu te dis, ah oui, donc en vrai, on est tous pas loin d'être des criminels, tu vois? C'est juste que, dépendant de notre vécu dans la société, comment on a été élevé, c'est pour ça que c'est hyper important l'éducation des enfants, comment on a été élevé, comment les enfants ils ont été éduqués, ça va avoir cet impact parce qu'après ça, ça va exponentiel. Ça va pas diminuer après, hein, ça veut dire, à moins qu'il se fasse traiter en cours de route. Mais les problématiques que l'enfant va avoir jeune, ça va aller exponentiel à l'âge adulte. Parce que surtout s'il n'y a personne pour les accompagner, c'est très compliqué. Et Ce donc, qui du est coup, intéressant, en fait, c'est vraiment cette expérience de vie que tu as et cette empathie. On sent que tu aimes guérir et que tu aimes éveiller. Je suis extrêmement touchée par cette démarche, ce travail que tu fais au sein des écoles. Mm. On t'a appelé, c'est toi qui l'as proposé, cet engagement que tu as d'aller parler aux enfants d'harcèlement scolaire et de préserver les générations à venir. C'est extrêmement généreux. Comment ça s'est passé? C'est toi qui as eu l'idée? C'est moi qui ai eu l'idée. En fait, c'est parti de Danse avec les stars qui ont fait le Prime du danseur. C'est la première fois qu'ils se focalisaient sur les danseurs. Et moi, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'ai dit, moi, je veux juste aller au Canada. Je vais vous faire le meilleur magnéto que vous aurez jamais eu. Vous allez avoir le Canada dans la neige avec ma famille. Et donc, je leur ai vendu le truc. Ils ont dit, parfait, on part au Canada. On est parti au Canada et avec la journaliste, pour savoir à peu près dans quelle direction on se dirigeait, elle m'a fait toute une interview. Et après ça, elle arrive et dit, est-ce qu'on peut aller à ton école et tout ça? Je dis, oui, on peut aller à mon école. J'ai un gros collège. L'établissement est beau, quoi. Et elle m'a dit, c'est quoi tes meilleurs souvenirs et tout ça? Je dis, j'ai pas spécialement de bons souvenirs, mais j'ai dit, on peut passer ça vite, tu vois. Ouais, elle dit, ben là, on va pas aller à ton collège si on n'est pas parler du collège. Écoute, j'en ai jamais parlé à personne. J'ai dit, je vais t'en parler à toi. Et j'ai tout parlé de ce que j'avais vécu à l'école. Et elle m'a dit, écoute, Christian, je pense que c'est ça ton magnéto. J'ai dit, je veux pas que tout mon magnéto soit là-dessus parce que pour moi, c'est pas un beau moment et j'ai envie que tout ça soit un beau moment. Le fait que j'aille au Canada, que j'aille surprendre mes parents parce qu'ils savaient pas, que je voulais pas. Elle dit, non, t'inquiète pas, ça va être fait tout doucement. Mais par contre, tu devrais faire ta danse là-dessus. Et donc, du coup, j'ai choisi une musique qui s'appelle Fix You de Coldplay pour faire une danse contemporaine sur la réparation. Réparation. Et c'était ça, le coming out de ça m'a libéré un truc de malade. Et je ne m'attendais pas à cet impact-là. J'ai dû fermer mes réseaux sociaux parce que je recevais des milliers de messages. Tu entends ce que tu viens de dire et c'est intéressant. On a commencé ce podcast où je t'ai dit, quand tu parles de coming out, j'ai cru que tu parlais d'harcèlement. Oui. Parce que c'est une honte. Ouais. Parce que la victime, souvent, se positionne comme... la victime a honte. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces jeunes qui nous écoutent et qui ont ce problème d'harcèlement et pourquoi ils se sentent fautifs, honteux? Ben parce que c'est dur de comprendre pourquoi ça nous arrive à nous, en fait. Tu sais, on n'a pas l'impression qu'on est différent des autres. Avant qu'on comprenne aussi, des fois, qu'on est différent, parce que moi, j'ai compris tard. Mais est-ce que la différence, il ne faudrait pas comprendre que c'est un talent? Mais pour moi, c'est le contraire, c'est qu'on a tous des différences. Moi, le premier truc que je fais avec les enfants... singularité extraordinaire. Le premier truc que je fais avec les enfants, c'est ça que j'aime quand je vais dans les écoles pour faire la prévention. Parce que je leur demande, c'est quoi ta différence? On fait un tour de table, je leur demande 3 questions et je leur demande à la fin, et je veux que tu me dises, c'est quoi la différence avec le groupe qu'il y a ici? Même pas avec le monde entier, juste avec le groupe qu'il y a ici. Et j'adore parce que c'est le moment de fierté des gens qui sont différents, ceux qui ont des lunettes, ceux qui se font harceler, etc. Je vois la fierté qu'ils ont parce qu'ils vont direct. C'est la première fois qu'ils peuvent répondre aussi facilement à une question. Et les populaires de l'école et les gens qui sont un peu cool et tout ça, qui ne savent pas quoi répondre parce qu'ils essaient juste d'être comme tout le monde. Et là, c'est là que je me dis, tu vois, c'est sans pression parce que je ne leur mets pas de pression. Au contraire, je les aide, j'essaie de se dévoiler. Mais là, je me dis, tu vois, en fait, là, c'est toi qui as de la difficulté. Tu vois, c'est là que tu as de la difficulté. Et plus tard, tu auras de la difficulté à te distinguer des autres. Et c'est là qu'il faut que tu travailles là-dessus. Aujourd'hui, c'est cool parce que là, tu fais partie du groupe.
Mais plus tard, tu vas tout faire pour être différent. Donc, Et c'est suite à ce magnéto où tu as reçu plein de messages. Ben après ça, on a fait une tournée Danse avec les stars. Et moi, j'ai dit, est-ce que je peux parler à chaque fois de ça? Et j'avais des ovations debout sur chaque date. Et là, j'ai fait, bon, je peux pas rester là. Ça a trop un impact important que je m'attendais pas. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des stages de danse avec une conférence sur le harcèlement scolaire. Et de fil en aiguille, c'est devenu que des conférences sur le harcèlement scolaire, parce que je faisais mes stages à part. Mais ça, j'ai fait une tournée en France, en Belgique et en Suisse de 50 dates avec mes stages conférences. Et là, c'est pour ça que, là, c'est drôle, parce que c'est un peu la suite. Aujourd'hui, je suis revenu en 2025, je viens de démarrer. J'ai dit, qu'est-ce qui avait marché à l'époque? Et là, j'ai dit, mais en fait, c'est ces stages-là qui avaient fonctionné pour redonner un peu espoir aux gens de rebouger leur corps, d'être avec la joie de vivre et tout ça. Et là, j'ai créé Danse ta vie, qui est dans le même concept, mais pour le bonheur. Parce que l'harcèlement scolaire, c'était un peu lourd, tu vois, comme Et en même temps, atmosphère. c'est un sujet qui existe Ouais, tellement ouais, dans chaque école, chez ouais. chaque enfant. C'est précieux Ouais, que mais tu là, le c'est pour ça que fasses. j'ai voulu faire l'opposé sans me détacher du mal-être, etc., mais de dire comment on peut, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, être heureux. Être heureux. Être heureux. Et c'est pour ça que là, c'est l'autre phase dans ta vie, la quête du bonheur avec Christian Millette que je fais. Et parce que je veux que les gens ils soient plus heureux, qu'ils soient la possibilité d'être heureux un petit peu, de faire des choses qui les passionnent, de faire du changement dans leur vie. Ça prend pas grand-chose. Les gens, ils pensent que c'est des changements exceptionnels. Un petit changement tous les jours peut te dire que dans la prochaine année, tu vas vivre avec plein de bonheur dans ta vie. Et c'est ça que j'essaie de semer. Je me dis, si je sème quelques graines ici et là, ben en fait, moi, mon trajet aurait été fait. En fait, j'aurais pas tout subi ça pour rien. En fait, c'est surtout ça aussi. Je te disais en off, comme je suis passionnément intriguée et intéressée par toute cette mouvance qu'il y a au Canada. Je pense à cette coach dont je te parlais, Sonia Zarbatani, à Petit Homme, qui nous racontait son hygiène de vie et l'exigence dans son contrat d'avoir un bain glacé. Vous êtes tellement en avance sur cette notion de bienveillance, d'empathie. Je pense à mon amie Audrey qui a une clinique de maternité. Je pense à mon amie Romy qui... Tellement d'âmes bienveillantes au Canada, un travail sur la pédocriminalité bien en avance comparé à nous. Est-ce que tu aurais la réponse? Qu'est-ce que vous avez de plus, les Canadiens? Ben, je pense ce que je te disais justement en off. Alors, je pense que c'est pas que canadien, il y a aussi tout le côté québécois qu'on s'est battu un peu pour la langue française et donc du coup qu'on se bat aussi pour notre culture française, pour la danse, les arts, tu vois, même l'opéra, tout ce qu'il y a, la télévision, notre cinéma. On est une petite province. En fait, on est 6 millions au Québec, mais il y en a, on veut dire, au Canada, je pense qu'il y a à peu près 8 millions de francophones. C'est petit pour être capable d'être viable à ce point au niveau de la culture, c'est de se battre. Et je pense que c'est ce mélange entre le côté anglo-saxon, qui sont très ouverts, sur les gens en général, ils sont très intéressés, sont très intrigués, et le côté justement français en fait où est-ce on veut être pas qu'on manifeste mais on veut être là, on veut être présent, on va pas se laisser faire, donc je pense que c'est un bon mélange entre les deux qui fait en sorte que on travaille fort. Et en même temps, en fait, on veut exister et on veut continuer d'exister. Et c'est à travers l'art qu'on le fait. Tu travailles fort. On t'a découvert en juin 2023. Les internautes te découvrent sous un nouveau jour. Place à l'acteur, Christian Millette. Ça vient de longtemps, cette envie de jouer? Alors, je pensais toujours que je serais imposteur et que je pourrais jamais jouer. Et un jour, on m'a appelé pour faire Johnny de Dirty Dancing. OK. On m'appelle et moi, je fais oui, non, en fait. Déjà, je chanterai surtout pas. et je fais pas d'acting. Donc, j'ai dit non. Et ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit non, mais Christian, déjà, Johnny dans la comédie musicale ne chante pas.
Et t'inquiète pas, viens passer le casting et on verra pour ton jeu. Donc, j'apprends le texte, etc. Je vais. Et je passe un très mauvais moment, en fait, en acting, parce qu'en plus, on me met comme... Mon rôle, c'était avec Bébé, et Bébé, ben, c'était un monsieur de 60 ans. Donc, je devais jouer une relation avec Bébé. Je suis arrivé, ils m'ont dit, « Ça va pas, Christian? » « Ça va, Christian? » J'ai dit, « Pas du tout. » J'ai dit, « Je suis pas du tout dans mon truc de confort. Je vais faire le truc, mais j'ai tout de suite lancé le truc. Ça va pas, mais je vais le faire. » OK. Du coup, je suis arrivé, j'ai fait mon truc. Je pense que j'ai attiré l'empathie. Ils m'ont refait retravailler, etc. Et finalement, j'ai eu le rôle. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai décidé de faire Danse avec les stars. Mais j'ai eu le rôle et je me suis dit, attends, si j'ai eu le rôle, c'est qu'ils ont vu le potentiel en moi et donc je ne peux pas me représenter. Là, c'était... Dans la vie, tu as des signes. Il y a des signes. La vie te offre des signes et c'est toi de faire ce que tu en veux après. Et donc, je me suis dit, ça, c'était le signe pour dire que la prochaine fois, il va falloir que tu aies pris des cours. Parce que là, on t'a donné ta chance parce qu'on te voit. Et la prochaine fois, on ne va pas te donner ta chance à chaque fois. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire à Pygmalion des cours. Après ça, je suis allé... Mais avec mon emploi du temps, c'était compliqué d'être régulier. À temps plein. Et donc, du coup, j'ai trouvé ce coach-là, qui est JB Fetsussi, qui travaille avec Léa Seydoux. Et qui était avant avec les enfants terribles et qui fait des coachings. Là, il les fait à peu près à tous les 2 mois, mais à l'époque, il faisait presque à tous les mois. J'aimerais que les internautes entendent ça. C'est-à-dire que quand Christian Millette, célèbre danseur, on a l'impression que rien ne te résiste, tu commences à te lancer dans l'acting, et ben, tu passes par la case formation. Qu'on soit célèbre, qu'on soit archi-médiatisé, ou non, devenir un comédien, c'est se former. Et c'est ce que je célèbre chez toi, c'est cette modestie et cet engagement toujours de vouloir bien faire. Mais je pense que c'est cet esprit compétitif. C'est-à-dire que les sportifs, vous avez ça. C'est-à-dire que vous avez cette notion de rigueur et de travail. Puis dans la vie, il faut être humble. En fait, on est bon dans certaines choses et en fait, on est moins bon dans d'autres choses. Et en fait, à un moment donné, tu ne peux pas juste dire je suis bon dans la danse et donc, du coup, je ne vais pas faire de formation en acting. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je veux être bon. Je ne veux pas me présenter. Et justement, en France, souvent, on va me mettre dans une case. Donc, je ne veux surtout pas qu'on dise « Ah, ben on sait bien, c'est qu'un danseur. » Parce qu'on le dit. Alors toi, c'est difficile de te mettre dans la case. Parce que Chris Miles, on en parle, du DJ, tu as eu envie de dissocier. Qu'est-ce qui t'est... C'est quoi? C'est la passion de la danse, de la chanson, de la musique, pardon? Ouais. Moi, un moment où est-ce que j'allais pas très bien dans ma vie, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique électronique. Et il y avait beaucoup d'événements privés. En fait, et ça a été un gros tournant. Où est-ce que je cherchais de la musique, j'étais dans la musique, je remixais un petit peu ici et là. Et en fait, j'avais des amis DJ qui m'ont appris, qui m'ont dit... En fait, je faisais tellement des trouvailles que je donnais justement à mes potes DJ qui me disaient, mais en fait, faut que tu mixes, point. Et donc, à l'âge de 19-20 ans, en fait, j'essayais déjà sur les tourne-disques. À l'époque, c'était les platines vinyles. Et après, quand je suis arrivé en France, j'avais un peu mis ça de côté. Et durant le confinement, j'avais acheté mes platines pour pratiquer un peu chez moi. Je me disais, je m'ennuyais un peu de ça. Et j'ai joué ça. On avait loué une maison en Normandie. On était une dizaine. Et à chaque jour, je mixais. Et mes potes ont fait, mais attends, mais tu mixes vraiment, en fait? Et j'ai dit, c'est vraiment, mais ça fait des années. C'est juste que j'avais pas l'équipement pour pratiquer. Et moi, j'aime pas arriver juste faire genre, quoi. Moi, j'ai dit, j'aime ça, arriver, être libre parce que j'ai répété. Libre, rigueur, travail. Mais alors, qu'est-ce que t'en fais de ce truc? Tu joues dans des soirées? Tu sors des sons? Soirées, surtout des soirées privées, pour de l'événementiel surtout. J'aime pas trop mixer dans les boîtes où est-ce que tout le monde est un peu bourré et veulent avoir leur playlist Spotify. Tu vois, j'aime bien mixer, de suivre la vibe du groupe. Je sais à peu près, je regarde un peu les gens, qu'est-ce qu'ils vont aimer, à quoi ils réagissent. Et là, je suis à peu près... et je fais surtout ça. Là, ça fait drôle parce que justement, là, je vais retourner au Canada pour jouer dans 2 événements
Et là, c'est comme la boucle qui se ferme, en fait. C'est comme si j'ai appris au Canada. Je me suis fait un peu plus connaître parce que là, je fais des événements en France. Et là, je retourne chez moi en mai pour aller mixer. Donc ça... J'aimerais bien être une petite souris pour être 24 heures avec Christian et je ne sais pas si je vais dormir. On parle de ton actualité, on te retrouve sur scène avec la troupe Pendance pour le spectacle Bonne Nouvelle où tu joues le rôle d'Antoine. Ouais. C'est un spectacle écrit et mis en scène par ton ami Maxime Desrémez. Tu nous en parles, raconte-moi. Ouais. Bonne Nouvelle, c'est un projet depuis de nombreuses années et qui est une comédie musicale avec que des chansons originales, ou pratiquement à 90%. Et ça se passe entre le métro parisien et le cabaret. Et donc, on va découvrir quelqu'un qui chante dans le métro et on verra où ça va aller, mais parce qu'il ne faut pas tout que je vous raconte. Mais il y a des interactions avec le public. Et là, pour le coup, on ne joue pas nos rôles parce que normalement, quand on était sur scène, on jouait vraiment Christian. Là, on joue vraiment, c'est vraiment de l'acting avec, on a été coaché justement par un prof de théâtre. Et donc, c'est vraiment de nous voir dans un autre univers parce que là, pour le coup, c'est intéressant de faire de l'acting, de la danse en même temps. C'est la première fois vraiment que toute la troupe le fait. Et voilà, c'est intéressant. On est très content d'être faire partie. On a commencé la tournée le 11 janvier et là, on sera à Palais des Sports le 1er mars. Palais des Sports, rien que ça. Tu sais que la définition d'un bon coach, c'est d'être soi-même coaché. Et à travers cette interview, tu nous as montré ta modestie et combien tu te fais coacher. Est-ce que le Canada te manque ? Alors, moi, je ne suis pas un nostalgique. Alors, moi, c'est très bizarre parce que des fois, je me dis, est-ce qu'il y a des trucs qui me manquent ou est-ce que j'ai fait des choix? Et en fait, je me rends compte que j'ai jamais rien regretté. Je fais pas... C'est dur, moi, pour faire un choix. Ça me prend beaucoup de temps de prendre une décision. Mais une fois que c'est passé, c'est passé. Et donc, je suis pas dans le passé. Je me dis qu'un jour, si j'ai une opportunité qui arrive au Canada, et en fait, ça sera le moment d'y retourner. Aujourd'hui, c'est pas encore le moment d'y retourner. J'y retourne quand j'ai envie ou quand j'ai une... Là, par exemple, j'y suis pas allé, j'y étais pas allé pendant 1 an et demi. J'ai décidé d'y aller au mois de novembre. Et tu vois, là, j'y retourne tout de suite au mois de mai parce que j'ai des opportunités. En fait, j'y vais pas au gré du vent, mais ma famille, je la vois parce qu'ils viennent souvent en Europe. Ma soeur, elle habite au Mexique, je vais au Mexique. C'est ça ma liberté pour moi. C'est d'être... j'ai la chance parce que je fais quand même un métier artistique qui a ses difficultés aussi. Mais j'ai travaillé vers cette liberté. Et c'est ça qui fait en sorte que je ne m'ennuie pas de mon Canada, je pense, parce que je sais toujours que je peux y retourner. Je garde toujours le fait en sorte que mes amis sont encore là. J'ai toujours des nouvelles de mes amis. Je parle à ma famille constamment. Quand je m'ennuie, je peux y aller. Donc, j'ai toujours ce truc où est-ce que je ne suis pas restreint. Que dirais-tu au petit Christian? Écoute, le petit Christian, je lui dirais que de tenir bon, parce que la vie, elle va valoir la peine. Et aujourd'hui, j'essaie de me rappeler surtout les bons moments que j'ai passés quand j'étais jeune. J'ai fait énormément la paix avec ce passé. C'est pour ça que je suis capable d'en parler aussi très librement. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais de lui dire qu'un jour, sur ce quoi j'ai galéré vont m'aider à mieux travailler. Et je pense que jamais j'aurais cru travailler dans la psychologie alors que j'avais tellement de difficultés à être heureux et à être bien dans ma tête à cette époque-là. Donc, c'est juste, tiens bon. Et ça, je dis ça aussi à tout le monde parce que des fois, les tempêtes, comme je dis, peuvent durer très longtemps. Mais justement, dans des tempêtes, des fois, il faut juste se poser. Et à un moment donné, en fait, en se posant, en prenant une respiration, à tous les jours, on se pose un tout petit peu. Et à un moment donné, la tempête va se diminuer. Et quand, à un moment donné, la tempête, elle va être presque terminée, ça va être le moment, en fait, de pouvoir prendre des actions. Et souvent, c'est là, en fait, qu'on prend les pires
décisions de notre vie, quand on veut agir dans la tempête. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé sur mon parcours. Et donc, du coup, si j'avais eu cette information-là avant et de ne pas prendre des mauvaises décisions dans les tempêtes, eh bien, peut-être que je serais arrivé plus rapidement, sur ces moments de paix, on va dire. Christian, merci pour ce délicieux moment. Révélez votre véritable nature, osez, vivez l'expérience. On te retrouvera dans Danse la vie, ce beau projet. Ouais. Merci, merci, merci.